Nous vous l'annoncions hier, la préfecture d'Indre-et-Loire mettra en service d'ici la fin de l'année 12 nouveaux radars. 6 classiques affichés sur cette carte en bleu et 6 discriminants, ici en jaune. Des radars discriminants, c'est-à-dire qu'ils différencient les camions des voitures. Tous ces nouveaux dispositifs porteront à 28 le nombre de matériel flashant. Quant au radar pédagogique, une vingtaine sera installée de façon concomitante au retrait des panneaux avertisseurs, des radars qui ne seront plus désormais obligatoirement signalés. Ce qu'il faut, c'est que dans la tête des automobilistes, l'idée d'un respect des limitations de vitesse, qui elles sont clairement affichées, que cette idée d'une conduite paisible et de respect des limitations de vitesse s'installe définitivement. Un durcissement des mesures étatiques appuyé par les statistiques de la sécurité routière. Depuis 1973, où le nombre de tués avoisinait les 200 par an sur le département, la baisse a été quasi continue grâce aux différentes législations. 1973, les premières limitations de vitesse. 1979, le port de la ceinture à l'avant. 1992, la mise en place du permis à points. 1995, abaissement du taux d'alcool à 0,5 g par litre de sang pour arriver à 2003 avec la mise en place des radars automatiques. La seule manière de faire comprendre aux automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse, c'est soit de les sanctionner, soit de les prévenir avec les radars pédagogiques. Donc pour nous, Ligue contre la violence routière, c'est une bonne chose. Si chaque automobiliste a la conscience que si on a mis une limitation de vitesse, c'est parce que cet endroit est dangereux et qu'il ne faut pas dépasser cette vitesse, on aura fait un grand pas. Proportionnellement, c'est en ville que l'on retrouve le plus grand nombre d'accidents mortels, 41 au sein de Tours Plus depuis 2005. C'est aussi en zone urbaine que l'on retrouve le plus grand nombre de tués parmi les piétons et les cyclomotoristes. Au pied de l'immense bâtiment administratif où sont situés les bureaux de l'inspection académique, une poignée d'enseignants s'est mobilisée pour, avant les vacances, crier une dernière fois son refus de voir de nouvelles suppressions de postes la rentrée prochaine. En tout, 28 postes devraient disparaître avec 45 fermetures de classes programmées et seulement 12 ouvertures. Les syndicats, eux, demandent toujours 150 ouvertures immédiates. Tout simplement pour revenir à la situation que l'on connaissait dans le département avant les années 2000 et revenir à un taux d'accueil, un nombre d'effectifs dans nos classes qui soit celui qu'on avait avant 2000. Donc c'est plus qu'une nécessité, ça devient maintenant une urgence que pour le département, le ministère revienne sur sa politique de suppression de postes et ouvre en urgence ces 180 classes et 180 postes. La carte scolaire est pour l'heure en veille. L'inspecteur d'académie l'ajustera fin août, début septembre, en fonction des chiffres d'élèves inscrits dans chaque école au moment de la rentrée. Pour une ouverture en maternelle, il faut dépasser les 32 élèves par classe, 27 en élémentaire. Les syndicats promettent des mobilisations au cas par cas à la rentrée dans les établissements qu'ils jugent en difficulté. Quant à la prochaine mobilisation unitaire dans l'éducation nationale, pour laquelle dès aujourd'hui un appel à la grève est lancé, elle aura lieu le 27 septembre. Ça n'aura échappé à personne, le bac c'est demain avec l'épreuve symbolique, la philosophie. Dernière ligne droite pour réviser, à chacun sa méthode. Pour certains, c'est au calme, dans le jardin. Là, je révise plus en fait tout ce qui est méthodo pour l'explication de texte, comment bien ne pas, tout pour pas faire un hors-sujet, on va dire. Et après, je révise aussi, là, je suis en train de faire la méthodo pour la dissertation. Et c'est quoi les 2-3 consignes clés importantes qu'il faut que tu retiennes ? Pour l'explication de texte, c'est étudier ligne par ligne le texte, après prendre du recul. Il n'y a pas de conclu à faire. Et bien séparer les idées de l'auteur et nos idées à nous. Je te laisse réviser. D'autres ont besoin d'être cadrés pour se motiver et la bibliothèque est un lieu idéal pour bachoter. Ouais, c'est bien, ça me permet de garder les rythmes. Je viens tous les matins à 9h, je repars tous les soirs vers 17h30, 18h. Pour ces lycéens, les révisions se font à plusieurs, sans doute un moyen d'éviter le stress. Échanger nos points de vue, nos idées, et si jamais on a des notions qui ne sont pas forcément acquises d'un côté, on est là pour nous entraider en fait. Et du coup, ça vous distrait pas un peu d'être plusieurs ? Non, ça entraide, c'est chaud, justement. Il y a une meilleure dynamique de travail à plusieurs.
L'épreuve, c'est demain à 8 h pour tous les lycéens français. Ils auront 4 heures pour vérifier si ces révisions auront été efficaces. Samedi 11 juin 2011. En ce paisible week-end de Pentecôte, Maillé replonge dans son histoire, celle d'un drame survenu le 25 août 1944, le massacre de 124 hommes, femmes et enfants par des troupes allemandes. Dans la salle polyvalente du village, un écran est installé en vue de la projection en avant-première d'un film documentaire de 80 minutes, Maillé, un crime sans assassin. Pendant plusieurs années, son réalisateur, Christophe Weber, a recueilli des témoignages en France et en Allemagne, suivi la procédure entamée par le procureur général de Dortmund, Ulrich Maaß, et surtout mené sa propre enquête afin de reconstituer l'histoire du massacre de Maillé. Un document nourri d'archives et de scènes de reconstitution, des images qui ravivent certains souvenirs. Revoir les ruines, retracer l'ensemble du massacre, c'est quelque chose de très émouvant et qui vous rappelle en effet. Et je vous assure que même en ce moment, je me retrouve encore tout à fait émue et pas très bien en moi-même. Avec ce film, Christophe Weber poursuivait également un objectif, soulager enfin les survivants et leurs familles, en leur apportant la réponse à cette question qui les poursuit. Qui et pourquoi? Aujourd'hui, l'on connaît la division responsable du massacre. 80 noms ont été listés, mais des preuves, des aveux manquent encore pour dissoudre définitivement les interrogations. Actuellement, on peut faire que des suppositions. Hein, on peut parler qu'au conditionnel parce qu'on n'est pas sûr de ce que, pourquoi. On n'a rien d'officiel. À partir qu'on n'a rien d'officiel, quand on transmet, on peut pas affirmer. Nous avons fait des recherches à partir de ces noms, mais la plupart sont déjà morts et les autres, comme cela est dit dans le film, répondent « Je ne sais rien, je ne me souviens de rien, je ne dirai rien ». Le problème c'est ça, on doit trouver des gens qui disent « Il s'est passé ça », même quitte à dire « Voilà ce que j'ai fait et ce que mes camarades ont fait ». Mais la loi du silence semble difficile à briser. L'enquête se poursuit donc outre-Rhin et pour Christophe Weber, une suite à ce premier documentaire peut être envisagée. Par rapport à des éléments qui nous paraissent très importants, des éléments d'enquête que détiennent peut-être d'ailleurs les policiers allemands ou potentiellement que nous pourrions trouver, je pense qu'il y a la possibilité de prolonger cette histoire, notamment en essayant de trouver véritablement des personnes qui ont participé au massacre. Maillé, un crime sans assassin, sera diffusé le 23 juin prochain sur France 2 en deuxième partie de soirée, puis sur le câble et sur certaines chaînes européennes. Une diffusion qui toucherait plusieurs millions de téléspectateurs et qui réveillera peut-être, qui sait, des témoignages. Mais surtout, ces 80 minutes participeront à la reconnaissance de Maillé, de son massacre et de ses victimes. Un drame désormais inscrit dans la mémoire collective. À l'occasion du Pôle Star Game organisé à l'ex-CTRO par le Pôle Espoir Basket de Tours, et en attendant le match de gala ce soir à jouer les Tours, nous sommes allés à la rencontre des joueurs pros qui ont usé le parquet du Pôle durant leur année minime. Mais comme la journée et les matchs de l'après-midi se voulaient intergénérationnels, commençons par les petits basketteurs de Montlouis, venus à la chasse aux autographes pour connaître les motivations qui les ont poussés à jouer au basket. C'est un jeu collectif. Puis tout, j'aime bien tout. Parce que j'aime bien le jeu et pour les récompenses aussi. Mais plus pour le jeu. Passons aux joueurs pros derrière la table, tous passés par le Pôle de Tours. Ces parquets, ces chambrets qui sentent la chaussette et surtout ses souvenirs. J'en garde un titre de champion de France UNSS, ça c'est un bon souvenir surtout. Et un Frédéric Rapès qui était entraîneur à l'époque, très dur, et qui a su nous faire élever notre niveau à l'époque. Et c'est vraiment les souvenirs que j'ai. Et aujourd'hui, je garde surtout des amis de cette époque-là, qui fait qu'avec le temps, on a toujours gardé contact et ça, c'est un vrai plaisir. Mais alors, quelle différence entre le travail au Pôle Espoir et le basket pro ?
Et ça change pas tant que ça, parce que c'est vrai que ça reste rigoureux, ça reste que du travail, même dans le monde professionnel. Ce qui change un peu, c'est qu'on est peut-être, les gens sont peut-être moins attentionnés envers nous, parce que c'est vrai que quand on rentre au pôle, on est super jeune, on est encore des petits bébés, donc on a la facilité de parler aux coachs, tout ça. Et c'est vrai qu'après, dans le milieu professionnel, on est plus livré à nous-mêmes qu'auparavant, quoi. Je pense qu'il faut un gros mental, parce que rentrer dans un milieu professionnel, c'est jamais facile, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc voilà, faut savoir s'imposer, quoi. Et ce soir à la salle Marcel Cerdan de Jouer, tous ces pros seront dans la même équipe face à une formation de la région bordelaise, parrainée par Boris Dio. C'est le retour du basket professionnel à Tours, en tout cas du côté de notre équipe, puisque tous les joueurs, 11 joueurs sur 12 ont un contrat pro et le 12e est un joueur qui joue en NCAA. Donc ouais, les basketteurs pros seront à Tours, et ceux pour ce soir, et puis pour les années suivantes, puisqu'on espère pérenniser cet événement. Tous les minimes passés par le pôle de Tours ne vivent pas du basket, mais aujourd'hui c'est sûr, ils ont partagé les mêmes plaisirs. Une séance pas tout à fait comme les autres. Hier, le cinéma Le Rabelais à Chinon projetait Attention fragile, un film de 18 minutes dans lequel dansent les élèves de CE2 de l'école Jean Jaurès. Mais ce film est bien plus qu'un simple projet de danse à l'école. Le réalisateur Fabien Delisle et le chorégraphe Francis Plisson voulaient avant tout produire un objet artistique avec les enfants. Et à première vue, le pari est réussi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est très poétique, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ce qu'on peut attendre d'un atelier mené avec un chorégraphe. C'est-à-dire qu'il n'est pas question essentiellement, si vous voulez, d'enfants et de corps, mais il est question aussi d'un espace d'accueil, d'une lumière. Le tournage du film s'est déroulé pendant 4 jours à la collégiale Saint-Mexme, un lieu historique où les enfants se sont laissés porter par leur imagination. C'est toute la beauté du geste premier chez les enfants, c'est qu'ils arrivent à restituer avec ce qu'ils sont eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un mimétisme, d'un faire ou un refaire. On est vraiment sur un instant où l'enfant entend la consigne et à partir de là, il est dans son expression. Après la projection sur grand écran, les élèves de Chinon pourront bientôt revoir leur film en DVD.